s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je voudrais poursuivre en disant que le dynamisme dont fait preuve les Camerounais en autoconstruisant montre bien que c'est quelque chose de faisable. Regardez comment les logements poussent à Yaoundé et dans nos villes. Chaque semaine, des Camerounais construisent. Comment pensez-vous qu'ils le font? Toute la question, c'est comment les aider à organiser, à mieux construire. Voilà le problème. Qu'on ne nous fasse pas comprendre, qu'on ne nous fasse pas croire qu'au Cameroun, on ne construit pas. Moi, je vous propose de poursuivre ce débat. Une minute. Je propose que nous poursuivions ce débat après le sujet que nous allons regarder. C'est Rabiatoula qui se promène un peu dans les rues ou les quartiers de Yaoundé, qui s'interroge sur comment se loger dans nos villes. Elle dit c'est la croix et la bannière. Reportage. Plutôt pauvre face à une demande qui explose. Le Cameroun est en manque de toit. Le déficit, 1 million d'habitations. Selon les experts en la matière, une affaire d'argent d'abord. Les promoteurs immobiliers ont du mal à obtenir les moyens qu'il faut pour les logements qu'ils veulent. L'immobilier étant un métier nouveau au Cameroun, on n'a pas encore assez d'organismes financiers qui soient engagés à travailler dans ce secteur-là. On a bien sûr le crédit foncier et puis Shelter Afrique qui peut nous aider, mais il faut une taille critique en général pour pouvoir arriver à trouver un financement qui soit intéressant. Et cette taille critique n'est pas encore atteinte puisqu'il faut bien qu'on démarre dans nos activités. Donc nous sommes contraints de démarrer souvent par des petites opérations pour se faire une expérience, pour se faire la main. Et le fait est qu'une petite opération est entourée de ces contraintes également, les rend moins rentables à la réalisation, les rend plus complexes à la réalisation. Moi, je travaille sur un projet d'écoquartier et une centaine de logements dans la banlieue de Yaoundé. Le crédit foncier peut nous donner 500 millions de francs en tant que promoteur. Un tel projet, par exemple, on pourrait aller sur l'ordre de 1 milliard, 1,5 milliard. Besoins et contraintes existants, voire croissants. Le dur accès au financement s'accompagne d'autres goulots d'étranglement au rang desquels les pesanteurs administratives perdent temps considérable. Le temps d'avoir cet argent est trop long parce qu'il y a trop de procédures, il y a trop d'interventions au gouvernement. S'il y a une banque de l'habitat qui fonctionne directement avec les promoteurs, ça va faciliter toutes ces transactions. Donc, le crédit foncier va bien, mais toujours, il y a l'intervention du gouvernement. Donc, si le crédit foncier peut fonctionner comme un banque de l'habitat, comme comme je vois dans des différents pays, sans l'intervention du gouvernement, je pense que ça va aller bien. La maison qui coûtait à 2013 à Limbe à 50 000 est maintenant à 100 000. Il y a les sociétés, il y a la CAN qui va être organisée, il y a les camps militaires qui sont créés, il y a les entreprises qui sont arrivées, il n'y a pas les maisons, il n'y a pas les logements. S'il n'y a pas le TVA, il y aura d'assez aux gens d'avoir les maisons. Pour faire une bonne promotion immobilière, il faut trouver des grands ensembles, parce que la promotion ne peut réussir qu'à partir d'un seuil critique de superficie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de trouver en un seul tenant un minimum, par exemple, de 5 hectares dans une zone périurbaine? Ça, c'est des contraintes qu'on a. Le coût du terrain, c'est un autre problème, parce qu'en fait, le coût du terrain n'est pas en lui-même le prix d'achat que les gens imaginent. Ça intègre le coût d'aménagement. On ne vous installe pas sur un terrain pour un logement sans prévoir des zones pour les aides de détente, sans prévoir un équipement pour l'école, sans prévoir le marché, sans prévoir l'électricité, l'eau, le téléphone et tout ce que ça comporte. Donc, ce sont ces éléments-là qui viennent grever le coût du foncier. Donc, à la limite, vous vous rendez compte qu'un terrain peut coûter 40 000 francs, 50 000 francs à la fin, alors qu'en réalité, au départ, on l'a pris à 2 000 francs, valeur de base. Donc, c'est un peu ça qui fait le problème. Mais le plus gros problème aujourd'hui réside dans le fait que le titre foncier, même qui est le support des garanties en ce qui concerne les levées de fonds, n'a plus de valeur au Cameroun. Le titre foncier n'a plus ces 3 valeurs, à savoir que ce qu'on lui reconnaissait, intangible, inattaquable et définitif. Aujourd'hui, on annule les titres fonciers à tout le bras. L'État est celui qui délivre des titres fonciers et c'est l'État qui vient encore retirer ou annuler ces titres fonciers. Sur quelle base? On ne sait pas. Aujourd'hui, vous achetez le terrain à 2500 francs le mètre carré en tant que promoteur. L'administration fiscale vous dira, pour nous, ce terrain vaut
10 000 francs. Et c'est sur la base de 10 000 francs qu'on opère l'enregistrement de 10%. Et les banquiers, pourvoyeurs d'argent, sont désormais réticents. Trop d'aventuriers dans les métiers de l'immobilier. Les partenaires financiers, surtout les banques, ont besoin d'avoir en face des opérateurs crédibles qui travaillent dans la durée, qui maîtrisent leur business model. De façon générale, ce que nous constatons, nous avons des acteurs qui ont des business models qui ne sont pas pérennes. C'est-à-dire, ils ont une opération, ils font un coût, malgré l'accompagnement du partenaire financier qui espère avoir ce promoteur immobilier à faire des productions de masse et de façon continue. On constate que peut-être 3, 4 ans et 5 ans pour commencer un projet immobilier, finir la construction et vendre, juste après, ce promoteur immobilier, il disparaît du marché. Du coup, nous, partenaires financiers, on sent comme un perpétuel recommencement. Il n'y a pas un transfert, le transfert de technologie, le transfert des bonnes pratiques que nous apportons à travers nos financements ne reste pas malheureusement pour une production continue. Conclusion, des logements sociaux qui naissent mais restent inaccessibles à la cible première, la classe moyenne. Le mètre carré en zone urbaine qui gagne en valeur au fil des jours et plus que jamais le citadin lambda qui n'a pas accès au toit de son choix. Voilà, c'était Rabiatoula. Monsieur le directeur général du Crédit Foncier, on peut vous poser la question, pourquoi vous êtes si réticent à prêter, à donner de l'argent à ceux qui veulent investir dans ce secteur-là? Je voudrais commencer par dire que le terme réticent n'est pas très approprié en vous renvoyant à la définition du crédit. C'est bien de ça qu'il s'agit. Absolument. Le mot crédit tire sa racine dans le terme confiance. C'est-à-dire que nous engageons une relation de longue durée où je mets à votre disposition des ressources et en contrepartie, vous prenez l'engagement de me le rembourser. Vous n'avez pas confiance aux opérateurs économiques qui évoluent dans ce secteur-là aujourd'hui? Ce n'est pas en ces termes que la question se pose. La question se pose en termes de risques. Quels sont les risques auxquels sont exposés le projet qu'on me présente? Ça peut être des risques juridiques liés au statut foncier. Ça peut être des risques opérationnels liés à la capacité de ceux qui construisent. Sont-ils capables de conduire à terme ce projet? Ça peut être des risques liés aux aspects financiers. Est-ce que ce monsieur a la capacité de soutenir un tel projet? Donc, nous parlons en termes de risques. Notre métier, c'est essentiellement la gestion des risques. Ce n'est pas une question de réticence. Ce sont simplement des principes élémentaires pour permettre la pérennisation de l'activité de crédit. Donc, chaque fois qu'un projet est bancable, il trouve des financements. Aussi simple que cela. Maintenant, comme je vous l'ai dit, toute la question, c'est de savoir est-ce que le niveau de coût de logement est compatible avec le niveau des revenus? Vous connaissez tous la moyenne des revenus des Camerounais. Nous devions donc nous atteler à avoir des logements compatibles avec ces revenus, pour autant qu'on imagine que ces revenus ne vont pas rester constants, ils vont évoluer dans le temps, certainement. Mais c'est cette adéquation entre le coût du logement et le niveau de revenus qu'il faut essayer de régler. Monsieur le directeur général SIC, est-ce que ça veut dire que désormais, vous, par exemple, le SIC, ne construirez plus que des immeubles pour louer des appartements ou vendre des appartements? C'est ça que ça veut dire? Ce n'est pas ce que ça veut dire, mais je peux vous dire que lorsque on observe les villes, le centre-ville, c'est généralement le pôle où le foncier prend beaucoup de valeur. Or, pour optimiser ce foncier, il vaut mieux aller en hauteur. Il faut bien comprendre que dans le centre des villes, on ne peut plus faire des logements individuels, ne serait-ce parce que le coût du foncier est très élevé. Bon, maintenant, c'est un choix. Parce que je peux vous dire que l'appartement a autant d'avantages et d'inconvénients que la maison individuelle. Je prends des choses simples. Dans la maison individuelle, vous devez avoir votre gardien, votre jardinier, gardien du jour, gardien de nuit. Alors que dans les immeubles collectifs,
D'ailleurs, avec la loi sur la copropriété, vous mutualisez vos moyens pour l'entretien des parties communes, pour le gardiennage, ainsi de suite. Je ne parle pas de la mixité sociale dans ces cas-là. Donc je voudrais dire que c'est des choix que nous sommes obligés d'opérer en fonction des terrains. Il y aura toujours des consommateurs qui voudront